Alors, suite aux vidéos récemment révélées par L214, se sont soulevées plusieurs questions concernant l'inspection et le contrôle des abattoirs. Ainsi, et pour établir la base du débat qui va suivre, la question suivante se pose. Comment sont inspectés les abattoirs français? Est-ce que je peux le faire en dessin? Donc, je suis vétérinaire praticienne, j'exerce en canine, mais j'ai fait 10 ans d'abattoir à l'abattoir de Haguenau. Donc j'ai fait de l'inspection et de l'abattoir. Donc je vais vous décrire l'abattoir de Haguenau. Donc comme a dit M. Neumann, il y a des abattoirs qui sont industriels, il y a des abattoirs qui sont municipaux. Et donc moi j'habite dans une petite ville, donc c'est un abattoir municipal. Donc un abattoir, c'est dans un premier temps un bâtiment, donc avec des hangars ici où sont réceptionnés les animaux qui arrivent par camion. D'accord? Donc les animaux descendent. À ce niveau-là, il y a une inspection vétérinaire pour savoir si les animaux sont blessés, malades et tout. Donc les animaux sont mis dans des stalles en fonction des espèces. On ne mélange pas les chevaux, les veaux et les vaches en même temps. Le lendemain matin, à 4 h du matin, je viens et je fais l'inspection pré-abattage. Je vérifie si les animaux n'ont pas de jetage au niveau du nez, des troubles respiratoires, des boiteries et tout. Auquel cas, je les mets de côté, je les fais passer en dernier sur la chaîne. Donc ici, on a un grand mur par lequel il existe une petite porte. Et dans cette petite porte, il y a un chemin par lequel vont rentrer les bêtes. Ici, il y a un rideau en plastique pour pas que les microbes aillent de la partie sale vers la partie saine. C'est le principe de la marche en avant. Il n'y a jamais de retour en arrière possible. D'accord? Donc les bêtes arrivent ici, donc il y en a peut-être 3 qui rentrent. La dernière, elle rentre dans ce qu'on appelle un piège. Donc un piège, c'est quelque chose qui maintient l'animal debout sur ses pattes. Et on ferme la trappe derrière, comme ça elle ne peut ni reculer ni avancer. Et le tueur se trouve ici sur une estrade. Et donc il tue la bête par étourdissement, mais c'est un étourdissement qui est mortel. Hein. Ensuite la bête est renversée et elle est suspendue donc, sur la chaîne. Donc elle est suspendue par la patte et donc on attend, on lui coupe la gorge et on attend que tout le sang s'en aille pour que l'animal soit bien vidé. Et ensuite elle progresse sur la chaîne, donc on retire d'abord les sabots, les 4 sabots, ensuite on retire la peau. Ensuite, on ouvre le ventre et on retire les viscères. Toutes les parties sales sont mises donc dans une partie qui est arrière. Donc tout ce qui est partie sale est évacué par l'arrière, ne reste pas sur la chaîne d'abattage. Ensuite, les carcasses sont ouvertes en deux, et puis ensuite, elles sont déshabillées, etc., etc. Mon bureau, il est ici, et il est avec des vitres. Donc j'ai accès à tous les postes, si vous voulez, abattage et puis chaîne. Donc là, tous les ouvriers sont là et ils font chacun une bête qui passe l'une après l'autre. Hein, d'accord? Donc ensuite, la chaîne passe ici. Et là, nous, on regarde. Ici, parallèlement, il y a la chaîne pour les viscères. Viscères, c'est-à-dire le foie, les poumons, les reins. Et donc, parallèlement à chaque carcasse, il y a ces viscères. Comme ça, on sait très bien à quelle bête appartiennent les viscères. Donc nous, on examine tous les viscères, vérifier s'il y a des parasites, des infections, des abcès, etc. Et s'il y a quelque chose, on regarde la carcasse qui est correspondante. Et ensuite, je regarde donc toutes les carcasses les unes après les autres. Et s'il y en a qui sont douteuses, on les met de côté. Celles qui sont bonnes, elles rentrent dans les frigidaires. Donc là, il y a un grand mur. Et donc là, ce sont les frigidaires. Et dans les frigidaires, les animaux sont gardés plusieurs jours pour que la viande rassisse. Et ensuite, elle passe dans le côté qui est commercial. Donc ça, ce sont ceux qui vendent la bête, hein, une fois qu'elle est les maquignons. Hein, d'accord? Donc il y a une séparation complète entre les animaux qui rentrent vivants et les animaux qui rentrent morts, les parties qui sont souillées et les parties qui sont, qui sont propres. Donc mon rôle de vétérinaire, c'est regarder le débarquement, à 4 h du matin, de vérifier que les animaux sont sains, et puis ensuite de regarder les différents postes et puis la qualité de la viande. Pour cela, je suis aidée par des techniciens. Donc il y a des techniciens qui m'aident à faire mon travail, parce que c'est évident que je ne peux pas faire toutes les chaînes. Dans l'abattoir de Haguenau, il y a une deuxième chaîne
qui est pour les porcs et les bovins. On ne peut pas utiliser une chaîne pour les bovins, puisque la hauteur d'une carcasse est beaucoup plus haute pour les bovins que pour les porcs ou les bovins. Et sinon, le principe de fonctionnement est exactement le même que celui-ci. Voilà. Merci. À quelle fréquence sont contrôlés ces abattoirs? Tout le temps. Tous les jours? Enfin, quand le vétérinaire est là, moi mon problème c'est que je ne peux pas être là pour voir le département la veille au soir, à 4 heures, et puis voir les carcasses. Donc une journée ça n'a que 8 heures, donc c'est pas possible. Donc comme M. Neumann a dit, on va être plus nombreux, mais la politique avant c'était de nous restreindre. Donc moi j'étais vacataire, donc je venais ici, je venais là, mais de façon ponctuelle. Donc je ne pouvais pas être là 24 heures sur 24. Mais avec la nouvelle loi, il va y avoir plus de vétérinaires, donc théoriquement, on va faire mieux notre travail. Alors comment expliqueriez-vous que malgré ces contrôles, de nombreux cas de non-respect de la vie animale soient constatés? Eh bien parce que des fois, quand on a dos tourné, il y a des méchants. Non, puis encore une fois, c'est un être humain qui abat. Donc, l'être humain est perfectible, on sait très bien que rien n'est parfait, et que, bon, comme disait un tueur, chacun a déjà raté plusieurs fois un animal dans sa vie. Donc, c'est vrai que rater un animal, voilà, ça fait partie malheureusement de la réalité des abattoirs. Ça peut arriver à tout le monde, et je pense que la tension des ouvriers de l'abattoir est très, très forte. Hein. Je crois que ce n'est pas un métier très valorisant. Je ne pense pas que eux-mêmes aient une très haute opinion d'eux-mêmes. Donc je pense que c'est... Et puis surtout, il y a la pression économique qui fait qu'ils sont obligés d'aller vite. Hein. Donc, voilà, quand on doit aller vite, je suis désolé, on rate des trucs. Hein. Donc, je pense qu'il y a moins d'erreurs pour les bovins que pour les petits animaux, parce que les bovins, on les assomme, alors que pour les porcs, ils sont électrocutés. Donc si on met mal les électrodes, c'est vrai que l'animal peut ne pas être bien électrocuté au moment où on l'égorge. Voilà. C'est le seul problème, c'est quand les pinces glissent ou quand l'animal bouge. Selon les études, on peut considérer que les chiffres, on peut tout leur faire dire, mais il y a 20% des étourdissements qui sont pas top, quoi, qui sont un peu ratés. Quoi. Alors, le problème, c'était une étude australienne. Alors après, ça dépend de la façon dont on veut regarder. C'est quand même assez large. Hein. Non, mais tous les étourdissements confondus, hein, pas uniquement de. Oui, mais là, oui, ça peut être raté, quoi. Donc, voilà, c'est malheureusement tant que l'homme est. Alors, ça doit être des chaînes automatisées, hein, peut-être que juste avec des robots. Alors, est-ce que ça marcherait mieux? Je ne sais fichtrement rien. En tout cas, on n'aurait plus le facteur humain qui entrerait en ligne de compte, et avec toutes ces. Voilà. Et est-ce que les abattoirs sont contrôlés tous les jours par des vétérinaires? Oui. Même les abattoirs plus industriels, plus grands? Ah oui, mais industriels, il y en a beaucoup. Là, à ce moment-là, ils sont des équipes entières. Mira, vous voulez rajouter quelque chose? On se pose la question comment cela est possible. Il suffit juste d'imaginer, soi-même, imaginez-vous en train de donner la mort, parce que c'est ça dont on est en train de parler, pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, toute la journée, de façon constante. On est en train de parler du travail à la chaîne. Donc, travail à la chaîne, en général, on pense à des voitures. Sauf que là, ce n'est pas des voitures, ce sont des animaux qui ne désirent pas mourir. Donc, ils ne sont pas volontaires, ils montrent bien de la résistance, ils font demi-tour, ils se débattent, etc. Et donc, forcément, ça rend les choses beaucoup plus difficiles que sur un système de chaîne traditionnelle. À cela, il faut quand même aussi rajouter le fait que les personnes qui travaillent dans les abattoirs, qui pour moi, on doit aussi se poser la question sur ce que l'on fait subir à ces personnes-là, parce que là on entend parler des animaux, certes, mais il y a aussi ces gens qui travaillent dans les abattoirs, qui pour moi est une des conditions probablement une des pires qui puissent exister. Vous avez le travail à la chaîne, le froid, travailler dans le froid à 3-4 degrés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour dans votre vie de rentrer dans un frigo géant. C'est quelque chose qui saisit quand même. Et donc vous restez toute la journée donc il y a une raideur du corps qui s'installe, le bruit, parce que tout ça, ça ne se fait pas en silence, le sang partout, vous marchez dans des flaques de sang, le sang sur vos vêtements. Quand un humain est taché de sang, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui ne nous touche pas en fait. C'est quelque chose en soi de violent. Et en plus de ça, vous rajoutez des odeurs.
Parce que quand les images que vous avez vues, celles de 74, celles qui font qu'aujourd'hui nous sommes tous ici présents, vous n'avez pas les odeurs. C'est déjà horrible, mais quand vous entrez et que vous avez cette odeur de viscère dont vous parlez qui est constante, Les viscères sont ligaturés, donc il n'y a pas d'odeur de viscères. il y a l'odeur de chair quand même. Il y a l'odeur Chair. de viande. Déjà dans une boucherie, quand on rentre, on est dans un abattoir, enfin boucherie, je rentre dans un abattoir, donc Mais il n'y a je pas parle. d'odeur de sel parce que Moi, ça m'a donné envie de vomir constamment. Une envie de vomir constante. C'est ça aussi. Donc forcément, les personnes qui travaillent dans ces circonstances-là, après on s'étonne, donc effectivement il y a des manquements. Je pense que quand on regarde dans la globalité, on comprend pourquoi il y a des manquements. Après la question c'est comment on peut essayer de faire en sorte qu'il y en ait moins. Donc là l'histoire de la cadence, à mon avis, elle est décisive, parce que quand vous avez une cadence qui est effrénée comme ça, où les humains eux-mêmes ne peuvent pas finalement se remettre de ce qui est en train de se passer, finalement ça a une incidence aussi sur les animaux. Et je pense qu'il faut vraiment remettre en cause la question de la cadence. Et à travers la question de la cadence se pose la question de notre consommation de viande, évidemment. Parce que plus on consomme, plus la cadence elle est grande, plus la course au profit elle est présente. Et donc il y a aussi une question sur notre quantité de viande qui est consommée constamment. Cette cadence, elle est induite par notre vouloir de consommation. Et le rapport d'enquête Nous allons y revenir, ouais, merci. du président Fadorni a quand même montré, et vous en parlez, que l'abattoir n'est pas uniquement un lieu de souffrance pour les animaux, mais également un lieu de souffrance pour les hommes. C'est facile de stigmatiser les tueurs ou les autres employés d'abattoir. D'une part, qui voudrait faire ce boulot, premièrement. Deuxièmement, il n'existerait pas, ces tueurs, s'il n'y avait pas derrière une consommation. Donc, c'est un peu facile de dire ce sont des salopards, ou ce sont des gens, on les met pratiquement aux frontières de l'humanité. Je trouve que c'est un peu, c'est pas juste parce qu'en fait, ce sont des êtres humains qui souffrent beaucoup et qui n'exercent ce job que parce que derrière, il y a des personnes qui consomment de la viande. On ne peut pas se cacher. C'est un peu facile de dire je mange de la viande, mais quel sale boulot que celui de tueur en abattoir. Voilà. Il y a un grand tourneur. Je pense qu'on peut être que d'accord avec ce que tu dis. Moi, peut-être, on va quand même pas pleurer non plus, parce que les images qu'on a vues, c'est quand même des accès de violence. Ah, et ça dit partout, hein, ça. Voilà, et qui sont expliqués dans le rapport Fadorni par un pétage de plomb. Après, je comprends que ce genre de métier aussi peut rendre psychologiquement fragile, ou bien dans une situation en effet de détresse importante. Il y a un taux de suicide très important chez les abatteurs, ça peut se comprendre aussi. Après, je crois que c'est aussi un choix, malheureusement, Et de puis faire par ce ailleurs, métier. encore une fois, on va revenir sur ce sujet, mais ils sont très peu formés. Ils n'ont pas une formation qui soit suffisante pour exercer leur métier. Oui. Je dirais, Vous venez de le dire, Jean-Marc, on va en parler, on a une question qui est, Ah, bah, qui est super. dédiée. Voilà. good luck. Hein. Voilà. Voilà, suivant. C'est bien les étudiants qui regardent. Ouais, justement, mais oui, si on veut aborder un maximum de questions. Tout à fait, c'est bien. Bravo. Voilà. Donc du coup, je reviens sur ce que vous avez précisé en introduction, Jean-Marc, quand vous avez parlé du contrôle d'une surveillance vidéo dans les abattoirs. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous pensez que cette mise en place d'une surveillance vidéo permettrait d'améliorer l'inspection et de s'assurer des lois en vigueur? Et vous l'avez bien souligné, ça peut poser des questions concernant le droit du travail et donc la surveillance un petit peu excessive des employés. Voilà, donc j'aimerais avoir votre avis. C'est pas la panacée, mais c'est toujours mieux que ne pas en avoir. Ce qui est intéressant, c'est que l'exemple anglais, je ne sais plus, quelqu'un m'a parlé ce matin en disant qu'il n'y a pas d'obligation, mais il y a 80% des abattoirs anglais qui sont équipés de caméras. Les vidéos peuvent être exploitées par un organisme indépendant. C'est lui qui visionne. Dans le cadre du rapport de la commission d'enquête, ce qui est proposé, c'est que les vidéos soient visionnées par le directeur de l'abattoir, par les représentants du personnel et par évidemment les services vétérinaires. Donc c'est bien d'avoir des enregistrements vidéo. Après se pose la question de ce qu'on en fait derrière. Comment on exploite finalement les images qui sont visionnées. Et déjà là, avant, combien de temps on garde les images? Parce que l'idée, c'est pas de les garder non plus une année entière. Donc ce qui est proposé, c'est de les garder pendant un mois. Hein, c'est une des propositions contenues dans la proposition de loi ou des idées qui ont été exposées par Fadorni et Stéphane Le Foll, c'est de garder les images pendant un mois. Il est précisé dans le rapport que ça ne sera pas un outil de surveillance des salariés. Les services vétérinaires y auront accès, donc pour moi, je trouve que c'est bien parce que
Si on a le dos tourné, eh ben, ça permettra de visionner dans l'après-midi, quand on est en train de faire les papiers, à ce moment-là, des vidéos des postes qui nous Alors ce intéressent. que craignent les salariés, c'est que ce soit du flicage. C'est-à-dire que Justement, derrière, c'est on prévu. va véritablement... Alors donc, là, effectivement, c'est prévu quand même de faire un contrôle et de pas... C'est pas simplement du flicage, c'est pour aussi une amélioration des conditions de travail que la vidéosurveillance est prévue. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ou c'est peut-être pas autorisé? Alors, Ah, mais c'est les questions, autorisé c'est- complètement, monsieur, il n'y a pas de problème, mais on a à la Alors. fin un temps qui est prévu pour les questions du Ah, public. parce que vous abordez, je pense, un point très important. Moi, je suis belge. En Belgique aussi, on a vu des films sur des pratiques épouvantables. Et je vous rassure directement, donc je donne notamment des cours sur le bien-être animal. On a même des ministres du bien-être animal en Belgique. Mais ma question est la suivante. Du point de vue juridique, est-ce que vous pensez que le fait de filmer dans un abattoir ne pose pas de questions, notamment sur la recevabilité du fait d'avoir filmé des activités dans un lieu privé éventuellement, avec aussi la confidentialité des données, le respect de la vie privée, etc. Est-ce que vous pensez que juridiquement, ce serait exploitable comme preuve, disons, de cruauté, de maltraitance? Parce qu'en Belgique, nous avons eu ce débat, et malgré les preuves accablantes de certains films, en justice, ça n'a pas été considéré comme une preuve recevable. Donc, je ne sais pas ce que vous avez. Là, en l'occurrence, ça doit respecter les règles qui sont édictées par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il y a 4 principes qui sont à respecter. La finalité, c'est-à-dire qu'elle doit être déterminée, légitime et explicite. Et la proportionnalité, il faut s'assurer que le fait de filmer en permanence soit en rapport avec la finalité qui est visée par le système, que les salariés soient informés. Il ne faut pas les filmer en cachette, parce que là, effectivement, après, ça n'est pas recevable. Et puis, on doit également s'interroger sur la sécurité des données. Après, où est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce qu'elles peuvent disparaître? Mais juridiquement, l'idée, c'est bien de faire en sorte que ces enregistrements vidéo puissent être exploités sur le plan judiciaire par les tribunaux. Alors, Mira, vous avez un avis, je crois? Oui, je voulais dire, pour moi, en fait, la vidéo, c'est avant tout dissuasif. C'est-à-dire que l'idée, c'est un peu l'arme dissuasive, c'est un peu dire, voilà, on va filmer dans l'espoir que, justement, les actes de malveillance n'arrivent pas. Et c'est vrai que la question de où vont être ces enregistrements, est-ce que les directeurs doivent avoir accès à ces enregistrements, est un véritable problème. Et il faut savoir que c'est une proposition qui est soutenue par les syndicats de la Fédération des abattoirs. Mais eux, ils ont peur aussi que ça soit détourné par la direction pour des sanctions par rapport à leur propre emploi. Donc une des solutions, ça serait comme ils font en Israël, en fait, il y a déjà des vidéos qui sont mises dans les abattoirs et en fait, le data center de l'enregistrement, il est directement au ministère. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'abattoir, il est directement au ministère. Et donc c'est le ministère qui collecte les enregistrements. Et ce qu'il faudrait, c'est pousser ça encore davantage et faire en sorte que des associations de la protection animale puissent avoir accès à ces données-là. Et puis qui soient quasiment un live aussi, qui une personne qui puisse être en live, comme on fait pendant les rues, etc. Qu'il puisse y avoir une personne qui est en live, qui regarde ça, et que ça soit aussi à disposition des associations de protection animale pour qu'elles puissent visionner, elles aussi de façon un peu précise. Bien sûr, ce seraient des associations qui seraient agrémentées par l'État et qui pourraient visionner ces vidéos. Et à mon avis, là, on arriverait dans quelque chose qui serait vraiment bien plus dissuasif. Juste un petit mot pour dire que je rejoins complètement sur le caractère dissuasif. Moi, je vois un petit peu comme les radars. Quand on sait qu'il y a un radar et qu'on va se faire flasher, a priori, j'ai pas de dépassement de vitesse. Donc c'est un côté dissuasif. Malgré tout, si toutefois le délit de mauvais traitement sur les animaux en abattoir passe, parce qu'aujourd'hui, les salariés qui ont été filmés, c'est une relative zone de non-droit, on va dire, au niveau des sanctions. Alors que si ce délit la passe, on est d'accord que s'ils sont protégés quand ils sont filmés, à ce moment-là, à quoi bon émettre un délit de mauvais traitement en abattoir? Filmés ou non d'ailleurs, s'ils sont protégés radicalement contre tout mauvais traitement infligé, là, il est nécessaire quand même que ces mauvais traitements, en tout cas qui sont soient condamnés et condamnables. Mais du coup, voilà, ça pose la question par rapport à la vidéo, à la protection, à la protection des salariés. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un instrument au moins dissuasif. Après, bon, certains seront
être flashés par des radars, hein, ça ne veut pas dire Juste que une là. information, Mais au moins, ils auront été informés. le défaut d'étourdissement d'un animal en abattoir actuellement fait l'objet d'une sanction, c'est une contravention de 4e classe. Pour ceux qui ne savent pas, 4e classe, c'est 750 €. Donc c'est une amende de 750 € qui est infligée en théorie maximum. Hein. Donc en réalité, ça peut être bien inférieur. Enfin, c'est 750 € pour le défaut d'étourdissement d'un animal. Encore, c'est un défaut d'étourdissement, c'est quelque chose qui peut rentrer, j'ai envie de dire, C'est dans pas la la cadence. Là, ce que l'on a vu dans les vidéos, c'est des gens qui prennent des animaux, qui la serrent, qui leur enfoncent des trucs dans les yeux. On pourra parler plus tard des sanctions, on a pareil, on a des questions sur le sujet, donc ça sera abordé. Très rapidement, du coup, une question, Jean-Marc, vous avez évoqué éventuellement la mise en place de comités d'éthique. Oui. Alors au niveau national, est-ce qu'on pourrait envisager des comités d'éthique au sein des abattoirs? Éventuellement, c'est ce qui peut être proposé par certaines associations. Et si oui, de qui devraient être composés ces comités? Alors, Selon le vous, comité national d'éthique des abattoirs serait composé, alors je lis la liste, professionnels du secteur, représentants des éleveurs, associations de protection animale, vétérinaires, chercheurs spécialisés dans le bien-être animal, représentants des cultes, associations de consommateurs, chercheurs divers, en France on aime beaucoup le mot intellectuel, sociologues, juristes, philosophes, parlementaires. Et ce serait un lieu d'échange et d'ouverture sur la politique. Voilà. C'est national, c'est ça au niveau national, absolument. C'est ce qui est préconisé, c'est une des propositions du rapport Fallow. D'accord. Donc c'est une question qui s'adresse à tous les intervenants, là, mais est-ce que vous pensez que ça peut être une solution justement pour améliorer les conditions? Oui, pas faire de mal, hein. Je ne peux pas en attendre grand-chose, mais ça ne peut pas faire de mal. Comme, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a des comités nationaux d'éthique en matière d'expérimentation animale. On peut faire peut-être le parallèle avec ça. Alors, est-ce un bien, oui, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Maintenant, est-ce que... Et puis après, il faut voir quelle est la... Là, on parle de différents... la composition avec des professionnels de... Après, il faut voir comment la commission, de combien de membres elle va se composer et quel sera le poids des représentants des associations de protection animale. Voilà, alors après, c'est tout le sujet, parce que lancer ça comme ça, c'est bien, mais... Si sur 39 membres, vous avez deux représentants des associations de protection animale, l'envoi ne comptera pas franchement. Quoi. Donc, en tout cas, on prend acte de cette proposition qui est pas si bien que ça. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a la question effectivement de la proportionnalité de chaque groupe de membres, et puis il me semble aussi qu'il manque les consommateurs aussi dans cette non, ils sont prévus. Hein. Ils sont prévus, donc voilà, il faut aussi des associations de consommateurs, des représentants du culte aussi, parce que oui, ils sont prévus. Après, il faut surtout qu'il y ait un tiers, que ça soit voilà, vraiment égal. Merci. J'ai une question qui est plus particulièrement adressée à vous, Claire. Les vétérinaires en charge de l'inspection ont-ils dans leur cursus des cours concernant le bien-être et l'éthique animale? Le bien-être animal, non, mais de par notre formation, on est quand même assez sensibilisé au bien-être animal. Par contre, il y a une sensibilisation à la réglementation. Voilà, il y a une formation spécifique pour les vétérinaires inspecteurs. Moi, je n'ai pas suivi cette formation parce que j'étais vacataire et donc je me suis formée entre guillemets sur le tas en suivant des vétérinaires. Mais il existe tout un corps de professionnels inspecteurs d'abattoirs qui est formé pendant 2 ans après nos études et qui ne font que ça. Donc l'inspection des viandes, l'inspection des denrées alimentaires, les contrôles des restaurants, tout. Et de l'éthique? Est-ce que vous avez des cours d'éthique animale? Je ne connais pas encore leur formation, donc je ne sais pas s'il y a des cours d'éthique dans cette... Dans les masters, c'est qui est une nouvelle. Je voulais ajouter une précision. Je suis étudiante veto et dans notre formation, on a maintenant des modules d'éthique animale et de bien-être, mais c'est vraiment très restreint. Mais ça commence. Là, les nouvelles, moi je suis en dernière année et mes filles, les premières années, ont vraiment un module qui commence à être plus prégnant. Après, ça dépend vraiment des écoles. À Lyon, ils sont beaucoup plus axés sur ça, étant donné qu'il y a un prof d'éthique animale qui je sais plus son nom, mais ça dépend et on est un peu formé quand même. Très peu. Hein.
On a très peu d'heures d'éthique, par contre, pour tout ce qui est abattoir, j'en ai très bien formé en fait. Personnel en abattoir, même sans passer par la Ok, donc, je pense que vous m'entendez là. Je pense que la législation qui réglemente l'abattage prend-elle en compte les conditions de transport des animaux? Et si oui, par le biais de quelle loi? Alors, je savais que j'avais préparé la réponse. Elle est quelque part. Je précise pour la France. Non, mais merci pour le cadeau. Bien sûr, vous respectez l'ordre des questions, parce que là, je suis un peu paumé là-dedans. Vous avez posé telle question qu'il fallait. En gros, il y a 40 pages de réponses que j'ai préparées. Je les cherche, mais c'était sympa. T'aurais dû amener le code, ça aurait été pareil. Non, ça viendra, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, ben voilà, j'en étais sûr. Vous voyez, c'est pas dans l'ordre. Donc je suis un peu surpris, j'étais en page 16. Donc, alors déjà, le règlement de 2009 sur l'abattage ne prévoit pas le dispatch transport. Par contre, c'est le règlement numéro 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives Grand Mondelan 64/432 CE, 93/119 CE, le règlement CE 1255/97. Bon, qui encadre donc le transport des animaux de ferme en France et en Europe, et vise également ça concerne également les animaux qui sont destinés à être abattus. Mais il n'y a pas dans le règlement abattage de dispositions spécifiques sur le transport. Et là, il y a des durées qui sont effectivement prévues, les moyens de transport. Alors, pour le temps de transport, on considère qu'un trajet est long à partir de 8 heures. Au-delà, les camions doivent disposer d'équipements particuliers, donc abreuvoir, système de ventilation, alimentation, contrôle de la température, et il faut en plus un agrément spécifique. Pour les volailles, les temps de transport sont en moyenne inférieurs. Alors, les ovins et les bovins peuvent être transportés jusqu'à 29 heures consécutives, sous réserve d'un arrêt d'1 heure après 14 heures de route. C'est plus long que le chemin moyen pour aller en vacances sur la Côte d'Azur. Pour les porcs, c'est après 24 heures de transport que les animaux doivent être déchargés pour une période de repos de 24 heures. Et tout est prévu. Pour les veaux, ils peuvent être transportés durant 19 heures, sous réserve d'un arrêt d'1 heure après 9 heures de transport, et ensuite de bénéficier de 24 heures de repos avant de poursuivre le trajet si nécessaire. Voilà. Je crois que dans les projets, il va y encore raccourcir. L'idée, c'est quand même, quand on a vu des vidéos récentes sur les conditions de transport, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est quand même assez dramatique de voir les conditions dans lesquelles les animaux sont transportés. Et encore en Europe, on est dans une situation bien meilleure que ce qui se passe en Amérique, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou vu une pétition circuler au sujet de militants de la cause animale qui avaient donné à boire à des animaux qui étaient dans des camions exposés en plein soleil. Au Canada, il n'y a pas une réglementation aussi draconienne en matière de transport. Et ces personnes ont été poursuivies juridiquement, donc en justice, par les autorités. Parce qu'elles avaient simplement ouvert une bouteille d'eau plate pour donner aux porcs qui étaient à l'intérieur des camions. Donc effectivement, les temps de transport peuvent paraître très longs encore. Mais de toute façon, l'idée c'est d'améliorer quand même ce sujet, d'ailleurs, est en partie traité par des propositions qui ont été faites d'abattage à la ferme ou d'abattoir à la ferme. On en parlera plus tard. Du coup, Sabine, vous allez réagir. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Quelle loi pourrait être instaurée pour améliorer justement les conditions? Ouais. Selon moi, personnellement, vous connaissez mon approche, donc il n'y aurait même pas cette question, cette question ne se poserait même pas. Après, oui, évidemment, c'est réduire réduire le temps de transport. Disons que pour être honnête avec moi-même et avec vous, aujourd'hui, pour moi, c'est trop dur de répondre à cette question, sachant que
Pour moi, la question du transport devrait tout simplement pas se poser, la question de l'abattoir ne devrait pas se poser. Mais l'augmentation du temps de transport est la conséquence de ce qu'on a souligné tout à l'heure dans la présentation, c'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'abattoirs municipaux dans de très nombreuses communes à des abattoirs industriels qui sont souvent à de longues distances des fermes, et donc les animaux sont transportés durant des durées de plus en plus longues. Donc, bien entendu, il faut qu'une réglementation plus contraignante soit mise en place pour que les animaux souffrent le moins possible durant cette période très inconfortable. Le problème aussi, c'est économique. C'est-à-dire que nous, à l'abattoir de Haguenau, on avait des vaches qui venaient d'Allemagne, de Belgique, donc, alors qu'on a des vaches dans la région. Donc, c'est parce que la viande coûte moins cher, enfin les bêtes coûtent moins cher en Allemagne, qu'elles sont transportées pendant X heures pour être abattues à Haguenau, alors qu'il y a des abattoirs en Allemagne. Il y a des porcs qui viennent des Pays-Bas plutôt que de venir de Bretagne, donc évidemment ça crée des difficultés pour les animaux qui sont... Allez-y. Nous sommes aujourd'hui dans une société ultra consommatrice de viande, où 3 millions d'animaux sont abattus chaque jour en France. Bien qu'on envisage assez facilement votre réponse, pensez-vous réellement envisageable de réduire le stress et la souffrance en conservant un tel rythme? Waouh. Qui c'est qui a une réponse? Je pense que si on fait partie de la nouvelle génération comme vous, on lit Pierre Rabhi et puis qui nous parle de modération. Donc moi je pense que c'est tout à fait possible en éduquant les jeunes et les futures générations à manger moins de viande. On n'est pas forcé d'en manger autant qu'on en mange en ce moment. Et je pense que les médecins nous préviennent déjà, puisque le cancer du côlon, on sait qu'il est viande dépendant. Donc je ne suis pas d'accord pour supprimer toute la viande, mais on peut manger de la viande avec modération. Donc, je pense que les nouvelles générations vont être sensibilisées à ça. Moi, je suis d'accord pour arrêter de manger de la viande et aussi arrêter de manger les poissons. Tout simplement parce que cela n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pour la survie, pour notre survie, à partir du moment où on apprend que finalement il n'est pas nécessaire de manger des animaux pour survivre, se pose la question pourquoi les manger? Et donc cette question elle est légitime en fait, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de nécessité, ça devient un choix. Et si c'est un choix, c'est totalement différent. Si c'est un choix, ça veut dire qu'on peut faire différemment. Et que ça va être un choix éthique, parce qu'il y a une question éthique aussi au fait de manger les animaux. C'est vrai qu'on a été élevé en les mangeant, mais malgré tout, si vous regardez bien les enfants, pour beaucoup, à l'âge de la conscience, on va dire entre 5 et 6, 7 ans, quand ils commencent à faire le lien entre ce qu'il y a dans l'assiette et l'animal, beaucoup déclarent, mais moi je ne veux pas les manger en fait. Quand on comprend, en fait, on dit, mais non, mais j'ai pas envie. Si je peux, je n'ai pas envie de les manger. Et finalement, ça, c'est une réflexion qui est assez saine aujourd'hui. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. Je pense qu'en fait, il est assez simple de se dire qu'on n'a pas envie de les manger à partir du moment où on peut faire différemment. Et je pense qu'on est arrivé maintenant à un moment donné en France où il faut arrêter de se poser la question de ce que l'on doit faire. La philosophie a progressé, on sait très bien que les animaux, et la science aussi, d'ailleurs, les animaux sont doués d'intelligence, de conscience, de sensibilité, etc. Je pense que maintenant il faut passer à un autre niveau, qui est un niveau qui vous concerne, pour tous ceux qui sont ici, qui est celui des lois, qui est celui de la politique, et c'est de faire progresser la question des droits des animaux dans la Constitution, comme on disait, et aussi de travailler sur la transition alimentaire, c'est-à-dire qu'on a toute notre économie qui est basée sur l'exploitation des animaux. Et il faut que maintenant, il y ait des personnes qui se mettent à se poser la question, ok, comment on sort de ce système pour en inventer un nouveau, dans lequel, eh bien, on revient, parce que là je vais dire revenir, parce que historiquement la France était un producteur de protéines végétales, la lentille, la fève, et on s'est défait de ça. Donc historiquement, en fait, finalement, nous sommes une nation qui cultivait les protéines végétales. Poser la question comment on peut essayer de refaire des pans dans ce côté-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais je pense que le moment est venu de se poser véritablement la question de comment on peut recommencer à partir vers une industrie, une agriculture qui va être sur la non-exploitation
suis pour la voie du milieu, c'est-à-dire ne pas supprimer complètement la viande, parce qu'un bon bake-off ou un bon pot-au-feu ou un bon steak tartare, c'est délicieux. Et je pense que ce qui est important au niveau éthique, c'est l'élevage des animaux dans des bonnes conditions, leur transport dans des bonnes conditions, un abattage fait correctement, avec respect, dans des bonnes conditions. Et je pense qu'on a encore le droit de manger de la viande, mais je pense avec modération pour pouvoir diminuer les cadences. Point la ligne. Donc on va passer à d'autres questions sur notamment les abattoirs mobiles. L'une des solutions pour diminuer tout ce stress, cette souffrance, serait-elle pas de développer ces abattoirs mobiles qui sont déjà testés et présents dans d'autres pays et qui permettent de tuer les bêtes directement dans les fermes, au plus proche des éleveurs, tout en limitant le stress des animaux? C'est une des idées qui a été mise, effectivement, qu'ils ont à partir des distances de plus en plus longues, c'est de dire, allons directement à la ferme. Alors il y a deux modes qui sont envisagés, qui sont étudiés par le rapport de la commission sur l'abattage. D'une part, distinguer l'abattage à la ferme et l'abattoir à la ferme. Deux pistes qui sont évoquées. L'abattage à la ferme, c'est le paysan en lui-même qui le fait en présence pour sa consommation personnelle. Alors on s'aperçoit qu'officiellement c'est interdit d'abattre en dehors d'un abattoir. On s'aperçoit, et d'ailleurs la commission l'a révélé dans son rapport, qu'il y a beaucoup d'éleveurs, je ne sais pas dire quelle protection, parce qu'en général on n'avoue pas, on a des sanctions pénales, qui abattent eux-mêmes leurs animaux à la ferme. Parce qu'ils veulent leur épargner le stress, la souffrance du transport, la peur dans un milieu complètement étranger pour eux, donc ils préfèrent abattre les animaux directement à la ferme. Sinon, il y a l'abattoir à la ferme, qui est une unité mobile, qui a été expérimentée par exemple en Suède, qui se déplace, c'est tout un équipement qui se déplace sur le lieu de l'abattage et qui procède à tout le process. D'ailleurs, qui proposait, alors c'est très technique, hein, il y a des caissons d'abattage qui permettent donc l'abattage et la saignée. Et ensuite, la possibilité, c'est d'envoyer la carcasse directement à un abattoir pour être transformé. Ou alors, l'abattoir mobile totalement autonome, c'est-à-dire que, alors là, il y a tout. Hein, il y a un fameux camion suédois qui coûte d'ailleurs très très cher, qui dispose de réserves d'eau, de compartiments frigorifiques, de palans pour manipuler les animaux et des réserves pour les déchets. Alors, il y a même la marque du camion, si ça intéresse certains. C'est un camion Schweiger, du nom d'un éleveur autrichien qui l'a conçu. Il est utilisé actuellement en Hongrie, en Californie et en Argentine. Et curieusement, c'est un Autrichien qui l'a inventé, c'est interdit en Autriche et en France. Bon, il est constitué, outre la partie dédiée à la traction, de remorques d'abattage et de remorques frigorifiques. C'est un vrai convoi. Hein. Donc, le problème, c'est des idées qui sont intéressantes, ça évite le stress. L'inconvénient, de toute façon, on sait très bien que ça va toujours être quelque chose de très marginal. Ça va concerner des tout petits volumes. C'est une piste, il faut étudier. Je pense que ce n'est pas la solution qui peut être utilisée à une large échelle. Je pense qu'il y a un problème quand même sanitaire, parce qu'un cochon qui est tué à la ferme dans la paille, c'est quand même moins propre qu'un cochon qui est tué sur une chaîne où la carcasse et l'animal est lavé avant de passer sur la chaîne. Ensuite, les poils sont brûlés, donc c'est une sorte de désinfection et tout. Donc, au niveau hygiène, je ne vois pas comment on peut avoir une viande de qualité. Et ensuite, qui va juger si l'animal est consommable ou pas consommable? Imaginons un paysan qui a une vache qui a une pneumonie. Nous, on saisit toutes les côtes. Lui, il va se dire, oh ben j'épluche et puis je consomme ou je vends. Je trouve que c'est un danger pour la population. Et Stéphane Le Foll, je le cite, hein, dans le texte, c'est clairement dit, et pour ce qui est de la souffrance, je suis sûr de mon fait. Je préfère avoir 259 établissements contrôlés dans lesquels on peut investir pour améliorer le bien-être animal, plutôt que de disséminer des abattoirs partout au nom de la proximité. Voilà, la position du ministère de l'Agriculture est claire. Merci. On va changer un petit peu de domaine, on va dire. Donc les labels permettent de renseigner les Français sur l'origine de la viande qu'ils consomment, sur les conditions d'élevage, mais est-ce qu'ils permettent de renseigner sur les conditions d'abattage? Est-ce qu'on ne devrait pas encourager une transparence de la filière viande vis-à-vis des consommateurs quant aux méthodes de mise à mort des animaux? Alors, je crois que Sabine qui disait ce matin que les labels concernent principalement des méthodes d'élevage. Hein.
Alors il existe toutes sortes de labels, hein. AB pour l'agriculture biologique, label rouge, AOP, AOC, IGP. Et alors là c'est les détails, c'est très technique. Hein. Les appellations AOP, AOC et IGP ne certifient qu'une origine géographique de production ou d'élevage, mais disent rien sur la qualité du produit lui-même. Voilà. Bon. Les logos AB et le label rouge sont en revanche censés être synonymes de meilleure qualité par rapport aux standards en vigueur. Mais ces appellations contrôlent avant tout l'élevage et l'alimentation. Un label bio promet l'absence d'OGM, évidemment. Mais on ne peut pas dire que les conditions d'abattage sont différentes. Hein, pour un animal estampillé bio ou label rouge, on doit attendre plus longtemps pour être abattu. Il y a 81 jours, c'est très précis, hein, 81 jours minimum pour un poulet. Ce n'est qu'au bout du 81e jour qu'il peut être abattu, contre 40 jours dans l'agriculture intensive. Mais sinon, il y a quelques règles plus strictes en matière d'abattage. Alors, c'est-à-dire que l'abattoir doit obtenir, par exemple, pour la certification AB, je cite, c'est très technique, une certification AB pour pouvoir tuer et découper des animaux issus de la filière biologique. Mais encore une fois, sinon, c'est surtout de l'élevage et des conditions de transport qui sont un petit peu meilleures, puisque, encore une fois, sur le temps de transport, le label rouge, le temps doit être réduit au minimum et ne doit pas dépasser une journée. Pour le label rouge, il y a des prélèvements pour les poulets qui sont faits à l'abattoir au niveau microbien et tout. Donc pour le label rouge, il y a quand même des analyses qui sont faites sur la chaîne. Si quelqu'un avait dit que les animaux issus de l'agriculture biologique sont parqués dans un endroit séparé. Ils ne sont pas parqués au même endroit que les autres. Et tout le lot, un animal est un être vivant, doué de sensibilité, c'est ça. Hein. On parle de lot. Hein. Donc le lot doit être abattu en une seule fois pour éviter qu'un animal de la filière conventionnelle se mélange. Donc à ce lot. Alors les appareils d'abattage, quoi, c'est ça qui a appareil, doivent être entièrement nettoyés à chaque passage entre les deux. Vite fait, si je peux rajouter un petit point simplement par rapport au bio, il y a aussi le temps de transport qui doit être réduit au minimum et qui ne doit pas dépasser une journée. Je ne sais pas si tu as dit ça. C'est ce que je viens de dire. D'accord, ok. Et donc, oui, c'est ça, ils sont parqués dans un espace à part, tu l'as dit, en une seule fois. Et aussi, donc, quelques chiffres par rapport à ce que vous avez dit. Il y a deux études qui ont été commandées par la Commission européenne. Une en 2015 qui demandait si les consommateurs voulaient avoir une information concernant l'établissement de l'animal, sur quoi 72% des Européens ont répondu oui. La France, 68% pour la France. Et en 2016, une autre étude demandait si les consommateurs voulaient avoir davantage d'informations sur les conditions dans lesquelles les animaux étaient traités dans les élevages. Et là, pareil, il y a quand même un chiffre aussi très important de personnes qui disent oui. Et donc ça, c'est en faveur justement de l'étiquetage. Mais dans le rapport de la Commission aussi, il est question de la fausse bonne idée de l'étiquetage par rapport à des détracteurs qui pensent qu'au contraire, justement, comme ça va informer les consommateurs, ils vont moins vouloir acheter. Donc ça, on est d'accord que c'est des arguments qui ne sont pas très convaincants contre justement la transparence en soi. Voilà, c'est plus des arguments protecteurs, on va dire, de la vente. En tout cas, même dans la filière bio, l'abattage rituel est autorisé dans la filière bio. Hein, donc, sur les conditions d'abattage elles-mêmes, la technique, ça ne change rien. D'accord. Merci. Juste Mira, si vous avez... Oui, enfin, pour tout ce qui est étiquetage, je pense qu'effectivement, il faudrait des étiquetages qui informent les consommateurs sur le mode d'élevage, sur le mode d'abattage. On fait bien ça avec les œufs, on a réussi à obtenir ça avec les œufs avec un système de 0, 1, 2, 3 qui vous permet de savoir directement ce que les animaux ont mangé et la façon dont ils ont été élevés. On pourrait très bien imaginer ça, ça peut être reproductible pour les animaux, enfin pour les animaux de ferme, mais aussi pour les poissons. Et ça serait intéressant aussi qu'on soit informé sur les traitements que subissent les animaux, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été traités antibiotiques, aux hormones, etc. en avance en France. Mais voilà, que le traitement qui a été infligé en face des animaux soit aussi présent. Et je vais même aller plus loin, je pense aussi qu'on devrait être au courant des traitements qui sont faits aussi sur les légumes qu'on achète, parce que je pense que c'est aussi un sujet. Savoir le nombre, quel type de traitement a été fait sur la viande qu'on a achetée et les fréquences à laquelle ce traitement a été appliqué. À mon avis, ça c'est des choses qu'on devrait pousser et que les
Merci. Pour les histoires, je reviens juste là, pour les histoires de traitement, nous en tant que vétérinaires, sur nos ordonnances, quand on fait des injections pour des animaux de rente, on est obligé de marquer le délai d'abattage après le traitement. Donc ça veut dire qu'on donne des jours de sécurité, parfois plusieurs semaines, avant certains traitements. Donc le côté traitement, théoriquement, tous les animaux qui viennent à l'abattoir n'ont pas reçu de traitement dans des délais dangereux pour l'homme. Je parle d'antibiotiques. Ensuite, pour les hormones, sur la chaîne d'abattage, on fait des prélèvements qu'on appelle aléatoires. Et donc on fait des dosages d'hormones pour savoir si les culards qui viennent de Belgique ont reçu des traitements hormonaux. Parce qu'en Belgique, il n'y a pas de même réglementation que chez nous. Exactement. Voilà. Il y a eu des scandales d'ailleurs par rapport à ça. Avec, Donc on fait des tests, ponctuels sur la chaîne et on regarde. Une trop belle vache, un trop beau taureau, on se questionne et on prélève. D'accord, merci. On fait notre travail. On vient de voir les différences au niveau des labels, par exemple. Concernant les conditions d'abattage, une différence législative existe entre le gros bétail, tout ce qui est équin, porcin, bovin, et le petit, volaille, lagon. En effet, l'article de loi R214-69 du Code rural sur l'immobilisation et la suspension des animaux précise qu'il est interdit de suspendre le gros bétail avant étourdissement. Mais cela ne s'applique pas au petit bétail. Donc pourquoi cette différence et trouvez-vous cela justifié? Je pense pas que les différences d'origine soient juridiques, je pense que c'est plutôt morphologique, enfin peut-être que Claire a... Les chaînes d'abattage pour les volailles, elles ont les pattes accrochées et on accroche les pattes. Elles passent, donc elles sont les unes à côté des autres, elles passent dans un bain qui les électrocute et elles sont saignées tout de suite. Donc ça dure pas longtemps. Et suspendu, vous ne faites pas dans le truc. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, on ne peut pas le faire avec une carcasse. Je me vois mal tirer un bovin de 500 kg ou un cheval, on n'arrive pas. Donc on est bien obligé de les tuer avant de les monter. On ne le fait pas aussi pour des raisons de confort pour l'animal. Un bœuf suspendu, c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'on ne fait pas, c'est parce qu'il aurait mal. Non, mais comme il a dit, c'est une question de poids aussi. Et même, c'est dangereux pour les opérateurs. Hein. Je veux dire, il y a l'animal d'un côté. Bon, voilà. Mais il y a les fois dans les cas où on aurait pas mal. Si vous regardez les vidéos, par exemple, vous voyez bien qu'il y a des réveils, justement, quand l'animal est attaché, et en fait, il a été mal étourdi, saigné, et donc on voit bien qu'il n'est pas pareil, et qu'il se débat de façon très violente, et effectivement, c'est dangereux pour les opérateurs qui sont autour, et parce que l'animal se débat, et une fois qu'il, je sais pas combien ça fait, au moins 500 kilos, je pense. 500, 700 kilos. Voilà, c'est colossal, et en termes de force aussi, c'est colossal. En fait, on ne les voit pas parce que la plupart du temps, ils sont quand même gentils avec nous, mais s'ils voulaient nous charger, etc., ils ont une force bien plus colossale que nous. En termes de sécurité, ça s'explique, mais vous pensez qu'un lapin suspendu par les pattes arrière avant d'être je dirais c'est assez rapide. Hein, ça gesticule. Ça veut pas mourir. En tout cas, ce n'est pas les juristes qui expliquent la différence, donc c'est vraiment un problème vraiment technique. Si on voulait reprendre le problème comme pour la vache, il faudrait immobiliser le lapin, lui tirer dans la tête, le suspendre, l'égorger après. Je pense qu'au niveau temps, si on veut de la viande, je dirais pas chère, entre guillemets, on ne peut pas se permettre. Le problème est là, justement. Non, mais je dis. On n'est pas en train de faire la politique de nos souvenirs ou c'est intéressant, on est en train de dire qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut réglementer et qu'il faut créer des lois supplémentaires pour réglementer des choses qui ne vont pas, mais et on attaque les hommes qui sont sur ces chaînes très souvent, sans attaquer, en fait, remettre en cause le système en lui-même. Oui, mais je pense qu'il y a des impératifs économiques contre lesquels. Ah si, on est plusieurs à remettre le système. Nous, on aimerait bien. C'est juste que là, on n'a pas eu la tribune pour pouvoir le faire. Mais ici, ça a fait passer des idées justement à ce sujet en disant qu'il faut revenir aux protéines végétales, ce qui est aussi mon point de vue. Donc le système, on n'est pas. Il y a plusieurs positions ici à cette table. Parce que la commission d'enquête ne questionne pas du tout l'abattage lui-même, est-ce qu'il est moralement justifié. Là, le sujet, c'est simplement de faire un tour des abattoirs, voir si la réglementation est respectée et comment, le cas échéant, améliorer la situation. Mais effectivement, au-delà de cette question de réglementation, dont
certains pensent qu'elle ne sert pas à grand chose, et surtout pas lorsqu'elle n'est pas, je dirais, appliquée avec toute la rigueur qu'il faudrait. C'est vrai que la vraie question qui se pose, est-ce qu'il est moralement justifié d'abattre des animaux pour se nourrir? C'est un beau débat. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est vraiment, c'est de parler de rythme. Là. On n'a pas le temps de décadence, on n'a pas le temps, notamment pour les poules. Tout le monde sait que les poules sont. Le bac est toujours à la même hauteur, les poules sont de tailles différentes, et bien souvent leur bec ne joint pas le bac des convulsions, et elles sont égorgées constantes. Donc ça, tout le monde est au courant, et du coup, la question, ça rejoint la question, il y a des animaux pour lesquels les gros animaux qui se débattent, on a peur. C'est pour ça qu'il faudrait réduire les cadences. Voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais la cadence, en fait, d'être un élément. Oui, mais les impératifs sont tels qu'économiques. Il y a toujours la même demande et une demande croissante chez un modèle. Tant que le système économique. Il y a de la demande, s'il y a de la demande, il va y avoir de l'offre. Et le système économique va toujours vers plus de rendement, toujours moins cher, et les animaux payent le plus fort. C'est un fait. Comme on a un petit peu en retard, je passe à la suite. Si vous permettez. D'autres animaux sont quotidiennement abattus, à savoir les poissons, même les animaux élevés pour leur fourrure, par exemple. Les conditions de leur mise à mort sont-elles également réglementées et leur sensibilité, notamment pour les poissons, justement, sont-elles suffisamment pris en compte? Pour les poissons, je pense que là, c'est les grands oubliés. Oui, et puis bon, les poissons sont quand même les grands oubliés. Il y a maintenant qui commence à s'intéresser enfin à la situation des poissons. Les poissons, comme ça fait. Voilà, ça parle pas, ça crie pas, donc c'est le monde du silence, donc on se dit, ils ne souffrent pas, et puis on utilise des méthodes de pêche qui sont pour le moins pas très respectueuses de leur sensibilité, et incontestablement, on s'en fiche royalement de la situation des poissons. C'est vrai qu'on est plus sensibilisé par des animaux qui nous sont proches, des mammifères, que des poissons, clairement. Parce que quand on parle de milliards d'animaux abattus, on oublie toujours les poissons. Il y a une étude qui a été commandée par l'Union européenne pour adopter justement une directive par rapport aux poissons d'élevage, notamment suite aux normes que j'ai présentées ce matin internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, sur les poissons d'élevage. Et comme je l'ai montré, de toute façon, toutes les méthodes sont plus ou moins autorisées, donc de toute façon c'est une protection extrêmement c'est une non-protection, mais un standard minimal qui précise finalement. Ça vient plus préciser ce qui se fait que de venir protéger les animaux en général et les poissons en particulier. Après, au niveau de l'Union européenne, ça peut être intéressant parce qu'en effet, il y a pas mal d'améliorations, y compris en France, qui ont été permises grâce à la législation européenne. Là, dans une perspective, on va dire, de réduction des souffrances, on s'entend, pas dans une perspective de vraie condition du bien-être. Mais en tout cas, à voir peut-être ce que ça peut donner au niveau des poissons d'élevage, peut-être en effet, ça peut permettre de réduire un petit peu les souffrances des poissons à venir. De toute façon, ça fait des années qu'on l'attend, cette directive, on l'attend toujours. Mais bon, peut-être qu'elle verra le jour. Il y a deux grands oubliés au niveau de la réglementation européenne, ce sont les lapins et les poissons. Et les animaux d'élevage de la fourrure. Oui, non, mais... Rien du tout. Pour les non, je parle animaux d'animaux destinés à être consommés. Donc, on a tout, on a les porcs, on a les veaux, on a les voleurs. Oui, mais rapidement, de toute façon. Très brièvement, juste pour dire, expliquer à l'heure actuelle comment ça se passe. Donc pour les poissons, il y a 3 solutions. La première, c'est mourir asphyxié, donc en fait c'est l'équivalent du bout qui serait sous l'eau. Ça, il faut mieux se le rappeler, c'est pas charmant. La deuxième solution, c'est d'arriver directement dans un bac avec des glaçons à l'intérieur, et puis on vous retrouve des glaçons, et puis en fait vous mourrez plongé, avec le refroidissement. Et la troisième possibilité, alors qui est dite la plus évoluée, alors je ne sais pas, mais il faut voir, je ne suis pas assez experte en sciences de façon de savoir, mais c'est d'abord l'électrocution avant d'être délivré. Voilà. Par contre, pour éviter les comparaisons rapides du genre, quand on fait asphyxier un poisson, asphyxier un poisson, je ne dis pas que c'est bien pour lui, mais on ne sait pas si c'est comme pour nous, à mettre la tête sous l'eau. Non, non, mais ça, j'appelle ça des comparaisons rapides qui ne sont pas scientifiques. Non,
entièrement d'accord. change le milieu. Mais on ne sait pas si ça a la même Oui, douleur ou la oui, même oui, souffrance qu'un humain qu'on met la tête sous l'eau. Pour l'expérimentation animale, quand on travaille sur des poissons, pour les euthanasier, on les met dans de l'eau glacée. Et ça a été accepté par... Oui, parce qu'ils ont le sang froid et qu'ils s'endorment. C'est comme un insecte, dès qu'il fait froid, il fout, puis il s'endort, et puis après il se réveille au printemps, et puis pour lui c'est comme si rien s'était passé. Donc c'est pas une méthode. Nous, si on vous met dans le froid, vous avez froid, vous mourrez de froid, c'est une souffrance. Pour le poisson et puis pour l'insecte, pour l'instant, ça par exemple, c'est une méthode qui n'est pas une méthode qui est avérée comme présentant de la douleur. Merci. C'est intéressant ce que tu dis, je trouve, et merci de le souligner, pour l'instant. Parce que les connaissances scientifiques évoluent tellement rapidement que dans les années 70, on pensait que les nourrissons, quand ils étaient opérés, n'avaient pas la souffrance qu'on leur connaît aujourd'hui. Donc ça évolue tellement rapidement que merci d'avoir précisé le pour l'instant. Oui, parce que demain, peut-être qu'on va demain, peut-être que, ou peut-être que non. C'est ça bien, c'est bien ça. Que non, mais tu as permis le bénéfice du doute. Parce que pour l'instant, on fait des recherches sur les poissons ou sur les insectes en montrant qu'il peut y avoir ou qu'on est loin d'eux, et du coup, on a toujours le bénéfice du doute en disant oui, mais un jour, on montrera que. Mais peut-être que dans son temps, un jour, on montrera que. Et on s'arrêtera quand de dire un jour, on montre. Quand on cherche des éléments, on les trouve toujours. Donc il faut faire aussi attention, ou à un moment donné, il faut dire tout simplement, c'est pas la même douleur, c'est pas la même sensation, ou il n'y en a pas. C'est un changement de milieu quand même qui existe. On pourra en débattre un peu plus. Voilà, vous entendre. On pourra en débattre juste après. Juste une parenthèse, au niveau juridique, je trouve que c'est quand même intéressant, et ça fait partie des propositions que je fais dans ma thèse, de parler d'une présomption de sensibilité pour les animaux pour lesquels il n'est pas démontré aujourd'hui qu'ils sont capables de souffrir, mais qu'en effet, peut-être, comme peut-être pas, on trouvera, et on en trouve de plus en plus quand même, des indications, comme quoi, voilà, c'est une possibilité, en tout cas, qu'il y ait une douleur, sans parler d'une souffrance consciente, et qu'il y ait une douleur réelle, voilà, donc simplement... On pourra en débattre un peu plus tard. Donc la liberté d'exercer sa religion librement est reconnue par la Convention européenne des droits de l'homme, et la possibilité de consommer de la viande abattue selon un rite religieux constitue le corollaire de cette liberté religieuse. La dérogation à l'obligation d'étourdissement est ancienne et se trouve, depuis 2011, soumise à un régime d'autorisation préalable. Aujourd'hui, il semble possible de concilier liberté religieuse et limitation de la souffrance animale lors de l'abattage. Les techniques d'étourdissement réversible et étourdissement post-jugulation sont approuvées par les autorités religieuses. Que pensez-vous de ces procédés et doit-on encourager leur développement? La proposition numéro 24, justement, ce qui est proposé, là, signale que l'étourdissement réversible et l'étourdissement post-jugulation sont possibles en cas d'abattage rituel. Et nous, les vétérinaires, on a demandé qu'à la place de possible, il y a marqué sont obligatoires en cas d'abattage rituel. Parce que le possible, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils peuvent faire un abattage rituel sans étourdissement. Et donc, monsieur Lamblin, donc, qui est vétérinaire et député, a demandé qu'à la place de possible, on mette obligatoire dans la nouvelle loi qui va sortir. Enfin, qui est à l'étude. Alors, ce qui est intéressant de noter, je reproduis là les propos qui sont dans le rapport de la commission d'enquête sur l'abattage rituel juif et musulman, avec des positions qui sont maintenant relativement claires. Pendant très longtemps, on disait oui, il y a une partie qui dit ok, il n'y a pas de problème, on peut faire un abattage rituel sans étourdissement, avec étourdissement, c'est pas un problème. Là, les positions sont plutôt tranchées, parce que je relève dans le rapport que concernant l'abattage rituel juif, elle a été rappelée, cette position, par M. Bruno Fison, grand rabbin de Metz et de la Moselle, qui est conseiller de M. le grand rabbin de France, et lui il dit la chose suivante, c'est clair, hein. L'abattage se fait sur un animal vivant, mais conscient, pour peu qu'on puisse définir ce que c'est que la conscience chez un animal. Bref, qui n'a pas été étourdi. Nous n'acceptons l'étourdissement ni avant, ni après la saignée. En effet, c'est la chiquita qui doit provoquer la mort. Or, un étourdissement post-abattage entraînerait une diminution de la saignée, le cœur s'arrêterait, nous n'obtiendrons pas une hémorragie aussi massive que souhaité. Appétit. Donc pas de post-cut stunning. Voilà. La réponse est claire du point de vue de la communauté juive. Du côté musulman, on s'aperçoit qu'il y a un début de rigorisme, sans doute dû à l'influence de l'Arabie saoudite, puisque
on nous dit que maintenant, clairement, on s'oriente vers un refus général de toute forme d'étourdissement, réversible ou post-jugulation. Il le rejette, et notamment, ça ressort qu'après des avis divergents, il y a quelques années, autant une tendance de fond traverse désormais l'ensemble des pays musulmans, du Maroc jusqu'à la Malaisie, où le rejet de l'étourdissement, qu'il soit pré- ou post-mortel, fait de plus en plus l'objet d'un rejet catégorique. Un consensus, pour ne pas dire une unanimité, émerge autour du refus de l'étourdissement. L'Arabie saoudite, naguère moins regardante sur la question, devient de plus en plus rigoureuse. Donc, et il considère même que la suppression de la dérogation remettrait en cause la possibilité pour les communautés d'exercer pleinement leur culte et serait contraire à la Constitution et aux textes fondamentaux européens. Donc les choses sont claires. Donc des deux communautés, manifestement, il n'y a pas à attendre une attitude plus conciliante sur ce sujet. En France, on parle de la France, bien sûr. Le problème, c'est si on refuse de faire l'abattage rituel, ils vont faire transporter les bêtes et les faire tuer au Maroc. Et donc les bêtes vivantes vont avoir... Le Danemark est très hypocrite. Il a interdit l'abattage rituel au Danemark et il autorise l'importation de viande cachère. Voilà. Bon. La Suisse aussi. Du coup, on va terminer ce débat sur les sanctions. Jean-Marc a déjà parlé au début du débat. Ah oui, les sanctions, oui. Les sanctions sont prévues lors Ça va vous coûter cher, hein. Je vous dis tout Beaucoup de de suite. graves abus sont constatés. Alors, on va peut-être pas revenir sur les différentes catégories que vous avez déjà évoquées, mais depuis janvier 2016, l'article 215.11 a été modifié et punit la maltraitance animale par 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Au vu de la prise de conscience sociétale de la sensibilité animale, trouvez-vous cette peine suffisante? Et si on prend l'exemple de l'abattoir d'Alès, les peines encourues ont-elles été appliquées et de manière générale, est-ce que c'est le cas? Bon, allez, allons-y. Bon, donc vous en posez de ces questions. Je commence à répondre. Non, mais attends, je sais pas ma réponse, tu auras le droit, tu pourras parler, je te laisserai déjà parler, t'en fais pas. Non, le problème des sanctions, c'est qu'il faut bien avoir des sanctions dans les textes. Après, il faut les appliquer, on est loin du compte. Je reviendrai sur le sujet d'Alès après. L'acte de cruauté, par exemple, sur un animal est sanctionné de 2 ans de prison ou de 30 000 € d'amende. Ça peut paraître assez dissuasif. 2 ans de prison, on se dit, waouh, quand même, 30 000 €. Et savez-vous qu'un vol simple est sanctionné de 3 ans et de 45 000 € d'amende? Donc le vol simple d'un objet est plus durement sanctionné, en théorie, que par exemple un acte de cruauté qui révèle quand même un acte d'un sadisme quand même très raffiné souvent sur un animal. Donc c'est déjà choquant en soi. Alors évidemment, il y a eu des propositions de loi qui demandent à augmenter la sanction, passer de 2 à 3, au moins arriver à l'équivalent du vol simple, donc de passer de 2 ans à 3 ans. Oui, évidemment, ça paraît choquant déjà sur le plan des principes, mais au-delà de ça, il faut voir combien de fois ces textes ont été appliqués dans toute leur rigueur, et là on est vraiment dans des cas qui sont vraiment très très rares. Donc, bien entendu, 6 mois, cette mise en sens, ça peut paraître pas beaucoup. Cela dit, si on appliquait déjà ce qui existe, ça serait déjà pas mal. Mais on est loin du compte. C'est ça déjà la première observation. Et rajouter des textes au texte, augmenter des peines, c'est pas pour autant qu'on va régler le problème. Que ce soit bien clair. Et la majorité des sanctions au niveau de l'abattage, ça relève encore une fois du contraventionnel. Ce sont des amendes. Juste pour dire, une amende de première classe, c'est 38 €, deuxième classe, c'est 150, troisième classe, 450, quatrième classe, 750, et cinquième classe, 1500. Donc un abattage qui est réalisé sans étourdissement, je l'avais dit tout à l'heure, c'est 750 € d'amende. Dire combien de fois ça a été appliqué, j'en sais fichement rien. De même, les conséquences pour les auteurs des actes d'Alès, pour l'instant, j'ai aucune nouvelle, je ne sais pas dire où on en est. Parce qu'après, le problème, c'est que s'il y a des dépôts... Pardon ? Normalement, c'est les magistrats qui sont censés appliquer les textes. Alors ça, la formation des magistrats, c'est un autre sujet. Nous, on a beaucoup de plaintes qui n'aboutissent pas parce que les magistrats... Le problème le parquet a... le prend pas au sérieux. Il y a le principe de l'opportunité des poursuites, c'est le parquet qui décide s'il veut poursuivre ou pas. C'est sûr que s'il a une piste de dossiers comme ça, constituée de vol avec violence ou d'agression physique contre des personnes,
il aura tendance à privilégier les dossiers concernant des êtres humains à des dossiers d'animaux qui ont été pendouillés de travers, qui ont un peu souffert, voire même qui ont beaucoup souffert. Donc c'est malheureusement dû en grande partie au fait que les magistrats ont des priorités, ils ne sont pas suffisamment nombreux. On a quand même 3 fois moins de magistrats en France qu'en Allemagne, si on le rapporte à la population. Donc c'est vrai. Quelqu'un a dit qu'on a un budget par personne équivalent à celui du ministère de la Justice en Moldavie. Donc pour dire qu'il faut beaucoup de choses, il n'y a pas qu'une seule recette miracle. Il faut des lois, il faut qu'elles soient appliquées. Pour qu'elles soient appliquées, il faut des magistrats qui soient suffisamment nombreux, que ces magistrats soient formés, ce qui n'est pas le cas. Hein. Dans tout le cursus de l'ENM, il n'y a pas de cours de droit de l'animal. Donc oui, mais voilà, donc il y a beaucoup de progrès à faire. Et pour revenir donc sur Alex, je ne sais pas quelles seront les conséquences et si ces personnes seront ou non sévèrement punies. Voilà. Salut. Merci. Du coup, tu parlais, tu faisais référence à l'article L215-11 du Code pénal, c'est ça? Alors en fait, ça concerne les animaux de compagnie, cet article-là. L'article qu'a cité Jean-Marc, le 521.1 du Code pénal, lui, c'est la cruauté en général, mais bien évidemment, encore les animaux d'élevage voilà, sont de fait soumis à notre régime. Et donc voilà, c'est pourquoi cet article-là ne s'appliquera de toute façon pas aux animaux d'abattoir, puisque cet article-là, de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, aujourd'hui est réservé à tout ce qui est, je le dis, est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente de toilettage, de fourniture, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation publique d'animaux de compagnie, ou de laisser exercer sans nécessiter des mauvais traitements envers ces animaux placés sous sa garde. Donc voilà, du coup, c'est pour ça aussi l'idée de créer un délit spécifique. D'aménager l'article en question. Dans les abattoirs, en ajoutant, voilà, c'est ça, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sa question, c'était de savoir si cet article, aujourd'hui, pouvait servir de base pour condamner les personnes qu'on a vues dans les vidéos. Aujourd'hui, non, mais si l'amendement passe, on est d'accord que ce sera... Et puis il y a un principe de droit que tout juriste connaît, c'est le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Donc voilà. Les textes qui vont sortir ne sont pas applicables à des faits antérieurs. Voilà, donc je rejoins tout à fait à cette idée-là. Aussi, simplement pour donner un exemple comparatiste, parce que moi j'ai fait une recherche globale pour ma thèse, et donc j'ai pu observer toutes les législations qui existent dans le monde, ainsi que l'application de ces législations. Il faut savoir en effet que la France déjà est particulièrement réticente à appliquer des peines au moins minimales sur la base des articles qu'on a. La plus forte qu'on connaît à ce jour, c'est parce que ce cas a été extrêmement médiatisé, qu'il y a eu une pression sociétale énorme du chat Oscar, là, voilà, que vous connaissez. Donc l'auteur du bélier a été condamné à 2 ans de prison, mais bon, ça a été un cas unique et la plus forte en termes de prison, évidemment pas d'amende, il n'était pas solvable. Mais quand on regarde dans les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où les magistrats sensibilisés vont quand même plus loin, bien que les peines maximales soient extrêmement rares, on est bien d'accord, mais quand même il y a des peines déjà prévues qui sont beaucoup plus fortes, parce que là aujourd'hui on dit 2 ans, 3 000 euros d'amende. Pour certains c'est beaucoup, mais très franchement quand on regarde dans les autres pays, on n'a pas allé très loin, on est franchement parmi les pays qui ont prévu comme peine maximale une des moindres aujourd'hui dans le monde, il faut le savoir. C'est-à-dire que aux États-Unis, on peut trouver plusieurs États qui prévoient de 10 ans de prison, ou la Nouvelle-Zélande qui prévoit jusqu'à $1,5 million d'amende. Donc je veux dire, on en est encore très très loin. Donc pour dire que de penser à augmenter un petit peu au minima, si on regarde un petit peu dans ce qui se passe ailleurs, on se dit oui, non, c'est bon, on peut déjà appliquer les peines qu'on a, en effet, de manière beaucoup plus... Enfin, idéalement, ce serait de manière systématique. Et comme l'a dit Jean-Marc, entre le fait que ce ne soit pas encore trop pris au sérieux, qu'il y a un engorgement de la justice, enfin, tout le monde le sait, et en plus de ça, une vision prédominante de l'être humain sur des animaux, il y a énormément de travail. Le problème, c'est que les dispositions relatives à l'animal sont présentes dans de nombreux codes. C'est un véritable patchwork de textes.
et un professionnel a du mal à s'y retrouver. Voilà, exactement. Donc l'idée, ce serait quand même peut-être un jour de réunir tous ces textes dans un même code, comme il existe un code rural, un code civil, un code pénal, d'avoir un code animalier ou un code de l'animal dans lequel on retrouverait tout l'ensemble des textes, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir l'envie d'être un véritable archéologue pour chercher dans les nombreux codes des textes applicables. Et encore une fois, les moyens ne sont pas là, donc c'est pas uniquement une question de texte, c'est aussi une question de moyens et de volonté. Volonté politique en particulier. Je voudrais avoir une question. Est-ce que c'est l'entité sociale, c'est-à-dire le directeur de l'abattoir, ou est-ce que c'est la personne physique qui est mise à mal quand elle est prise en faisant... Une personne morale peut faire l'objet de poursuites pénales, hein, donc l'entreprise peut faire l'objet de poursuites pénales, et sinon il y a les salariés qui peuvent être poursuivis également, le directeur de l'établissement peut être poursuivi. Et dans les faits Pardon? Et dans les faits, dans les faits, il ne se passe pas trop de choses, non? Ça va? Non. Le problème, c'est que les poursuites ne sont pas publiques. Je veux dire, ce qui s'est passé à l'Est, maintenant, on n'en a pas beaucoup parlé sur le coup, qu'il y avait des dépôts de plainte qui avaient été effectivement effectués. Par contre, quelle est la suite réservée? Sauf erreur, on n'a pas entendu parler de procès médiatisés sur le sujet. Je ne sais pas du tout. La question, c'est est-ce que les preuves sont recevables? Puisque c'était des vidéos cachées, des caméras cachées. Le problème des vidéos, effectivement, certains. D'ailleurs, il y a eu un dépôt de plainte de l'abattoir contre justement L214, sauf erreur. Est-ce qu'une vidéo en caméra cachée peut être un élément pris en compte dans peut-être un niveau de la loi? C'est un élément de preuve quand même. Hein. C'est un élément. Ça a été pris sans doute évidemment de façon volée, mais c'est un élément de preuve quand même. Ça peut être reconnu? Un élément de preuve. Alors le problème, c'est que la vidéo, je ne sais pas si elle permet de tout montrer. Et après, un juge veut peut-être rentrer dans le détail et veut savoir qu'il y a des images qui sont peut-être un peu tronquées ou trompeuses. Donc je ne sais pas dire. Hein. Ça, c'est après au magistrat d'apprécier derrière, mais encore une fois, c'est un élément de preuve. Hein. Un élément de preuve, un commandement de preuve. Donc, merci pour toutes ces informations. Oui. On a une dernière question brièvement à vous poser. Les récentes révélations des méthodes d'élimination des poussins mâles dans l'élevage des poules pondeuses et des canetons femelles dans la production de foie gras ont suscité une grande émotion chez le public et réclament la fin de ces méthodes. Comment justifier que ces méthodes soient actuellement encore appliquées et quelles alternatives dont la mise en place serait rapide peuvent être envisagées? Brièvement, s'il vous plaît. qu'est-ce que le vétérinaire prend? Non, mais je crois je ne sais pas si la loi a encore changé ou si elle va changer, mais je crois que ça va être interdit et on ne va plus le faire. Je ne sais pas, j'avais un texte, mais je ne l'ai pas mené là. Au niveau de la réglementation européenne et internationale, le broyage est considéré comme une méthode tout à fait conforme aux réglementations de bien-être animal. Voilà, déjà. Et il y a quelques pays qui commencent maintenant à vouloir interdire ça. Ouais. Mais c'est l'Allemagne ou je crois qu'il y a adopté. Il y a un Allemagne. Donc un certain nombre, ouais. Je crois que l'ordre de S l'a interdit. Le broyage des poussins. Il y a des méthodes pour détecter le sexe du poussin. Alors, il y a des méthodes scientifiques qui se développent pour tester le sexe. Éviter déjà qu'éclore de... Si je peux rajouter par rapport à ça, dans le cadre du broyage des poussins, il y a un programme d'investissement qui est prévu par le ministère de l'Agriculture et ça a été acté. Actuellement, c'est en train de développer ces méthodes pour que ce soit appliqué. Ça va changer. C'est en fait. Voilà. Mais là encore, s'il n'y avait pas eu les vidéos, personne ne s'en serait offusqué et on n'y arriverait pas vers une étude du sujet plus approfondie. D'accord. Je vous remercie pour tous ces éléments de réponse. Je pense que c'est un débat qui est houleux et on a tous et toutes envie de participer, donner notre opinion et poser des questions, je pense. On va juste faire une pause de 10 minutes à peu près avant de revenir au débat. Je vous remercie de votre attention. Oh, ça allait, ben oui, c'était bien.